Bonjour. Ce matin, j'ai écrit au président de la Chambre, Geoff Regan, pour lui demander la tenue d'un débat d'urgence sur le projet Muskrat Falls au Labrador. Muskrat Falls est un barrage hydroélectrique sur le fleuve Churchill, une ligne à haute tension et un câble sous-marin qui se rend en Nouvelle-Écosse. Pour que le projet se réalise, même s'il ne tenait pas vraiment la route, le fédéral a offert une garantie d'emprunt de 6,4 milliards de dollars en 2013. On s'en souvient, le Québec avait été unanime pour s'opposer à cette intervention fédérale. L'idée d'utiliser l'argent des Québécois pour créer de toutes pièces un concurrent à Hydro-Québec sur les marchés d'exportation n'a jamais passé chez nous. 3 ans plus tard, on s'en rend compte, le projet est un monumental fiasco. En fait, c'est le plus gros fiasco depuis le début du 21e siècle. Le gouvernement devra prendre des décisions difficiles à très brève échéance et il est important que les parlementaires soient dans le coup. Muskrat Falls est un projet Barclay que Terre-Neuve a lancé à toute vapeur pour contrecarrer Hydro-Québec lorsqu'on voulait acheter Hydro-Nouveau-Brunswick. Et on en voit les résultats aujourd'hui. Comme Terre-Neuve a été négligente dans ses études environnementales, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on apprend qu'inonder le territoire risque d'empoisonner les Inuits au mercure. Les Inuits ont organisé des manifestations. Ils ont forcé Terre-Neuve à interrompre et à évacuer le chantier. Et ils demandent à Ottawa de suspendre les permis avant que le territoire soit inondé, avant qu'il soit trop tard, pour faire la lumière et trouver une solution. Ottawa devra prendre une décision, et vite, mais il y a plus. Muskrat Falls est un immense fiasco. Le projet n'arrête pas de prendre du retard et les coûts n'arrêtent pas de grimper. Au départ, la garantie d'emprunt du fédéral devait couvrir la totalité du projet. En 2010, le projet devait coûter 6,4 milliards. En 2012, c'était rendu à 6,4 milliards plus le câble sous-marin pour 8 milliards. À l'automne 2015, c'était rendu à 8 milliards plus le câble sous-marin pour 9,5 milliards. En juin dernier, on parlait plutôt de 9,5 milliards plus le câble pour 11 milliards. Et ça, ce sont les chiffres même de Nalcor, la compagnie terre-neuvienne d'électricité qui mène le chantier et qui sous-estime toujours les coûts. Terre-Neuve a demandé à une firme comptable de vérifier les chiffres de Nalcor et de faire une évaluation indépendante. En avril dernier, elle évoquait plutôt un coût de 15 milliards. En réalité, on ne sait pas trop combien cette aventure va coûter. Aujourd'hui, Terre-Neuve a dépensé la totalité des sommes garanties par Ottawa, mais le chantier est loin, même très loin, d'être terminé. Et comme Terre-Neuve n'a plus d'argent, elle demande à Ottawa d'accorder une nouvelle garantie d'emprunt. Et elle en a besoin rapidement. Le premier ministre Trudeau n'a pas dit non et pourtant, c'est évident, le projet ne fera jamais ses frais. La garantie de prêt va se transformer en participation directe. Si les contribuables devaient être exposés à la totalité du coût, ça représenterait quelque chose comme 15 milliards de dollars. 1 000 $ par contribuable. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter que le gouvernement décide ça tout seul, sans rendre de compte à qui que ce soit. Ça prend un débat public. D'où ma demande de débat d'urgence. Le projet de barrage hydroélectrique de Muskrat Falls et son câble sous-marin visent à concurrencer Hydro-Québec sur le marché des provinces maritimes et de la Nouvelle-Angleterre. Dès le départ, il était évident que les Québécois n'avaient pas à payer pour se créer un concurrent. Quand Stephen Harper a annoncé qu'Ottawa aiderait Terre-Neuve à développer le projet, tout le monde de Québec était contre. Jean Charest lui a écrit pour protester. L'Assemblée nationale a été unanime pour protester, et ce, 2 fois plutôt qu'une. Pourtant, à Ottawa, il n'y a que le Bloc québécois qui s'est opposé. Tout le monde, tous les députés québécois des partis fédéralistes ont voté pour. Tous. Ils voulaient courtiser les provinces maritimes avec notre argent. Le reste ne comptait pas. Au moment du vote, ils nous avaient promis que ça ne coûterait rien aux Québécois, que ce n'était qu'une garantie de prêt, que le projet tenait la route, qu'il faisait ses frais, que tout était beau dans le meilleur des mondes. On le sait aujourd'hui, ils n'en savaient strictement rien. Ils ont joué au casino avec l'argent des Québécois pour un projet nuisible aux Québécois. Aujourd'hui, on est confronté à la réalité.
Le projet ne tenait pas la route. Dès le départ, il était bâclé. Terre-Neuve n'avait pas l'expertise pour développer ce projet-là tout seul, et Ottawa ne l'avait pas davantage. On se retrouve avec un fiasco. Ruineux pour Terre-Neuve, ruineux pour tous les contribuables. Au printemps dernier, le président et la totalité du conseil d'administration de Nalcor, la compagnie terre-neuvienne d'électricité, ont démissionné en bloc. Le nouveau président reconnaît de son côté que le projet est un fiasco, un gaspillage de fonds publics. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Terre-Neuve ne peut pas achever le chantier tout seul. Les coûts ont trop grimpé. Et la province se tourne vers Ottawa, qui doit répondre très vite parce que sa première garantie de prêt est déjà toute dépensée. 6,4 milliards de dépensés. Les coûts ont trop grimpé. C'est triste, mais je pense que le temps est venu de débrancher le respirateur. Qu'Ottawa assume les dépenses déjà encourues, mais que ça s'arrête là. Il ne faut pas faire comme les joueurs compulsifs. Je conçois très bien que ce soit frustrant de perdre son auto au casino, mais ce n'est pas une bonne raison pour miser la maison. Déjà, il est évident que le projet ne fera jamais ses frais, et la facture n'a pas fini de grimper. Il faut reconnaître que c'est un fiasco et s'arrêter là. Qu'Ottawa paye, encore une fois, les sommes engagées, sans mettre un sou de plus dans cette aventure. Ce faisant, Ottawa pourra récupérer l'actif qu'il a pris en garantie. Les Terre-Neuviens seront protégés, ils n'auront pas à assumer la dette alors qu'ils sont actuellement en pleine crise économique. Ensuite, nous prendrons une grande respiration et nous nous tournerons vers l'avenir. Mais la première étape, c'est d'ouvrir les livres, de dire aux contribuables dans quelle mesure ils sont exposés dans cette aventure, de dire aux Québécois combien ils ont et combien ils vont payer. Et pour ça, ça prend un débat. Un débat ouvert où on se parle franchement à visière levée. Ensuite, nous pourrons prendre une décision éclairée. Pas question de faire porter un fardeau qui correspond à environ 1 000 $ par contribuable canadien sans leur en parler. Jusqu'à maintenant, les déboires de Muskrat Falls ont été traités comme un dossier régional. Dans les médias des provinces d'Atlantique, la revue de presse fait déjà des centaines de pages. Mais ce n'est qu'un dossier régional. Ce n'est traité que comme un dossier régional, alors qu'en réalité, ce n'en est pas un. Ce sont tous les contribuables qui sont embarqués dans cette aventure. Ce sont les Québécois qui sont les premiers concernés, parce que ce projet nuit à leurs intérêts, en plus de nuire à l'intérêt de l'ensemble du Canada. Il faut en débattre. Il faut porter ce sujet sur la place publique, d'où notre demande de débat d'urgence. Merci. Une réponse quand? Bien, la demande a été livrée au bureau du président de la Chambre ce matin. On s'attend à avoir une réponse là, dès le retour en Chambre. Mme Gill va faire la demande officielle, oui, ce matin. Je crois que c'était à 10h10. Donc, on espère avoir une réponse lors de la présentation de notre demande ce matin. Parler aux autres partis, voir s'ils seraient d'accord ou... À ce que je sache, il n'y a pas eu de discussion encore entre les responsables de mon cabinet et ceux des cabinets des autres chefs de parti. Mais j'imagine assez bien que les autres partis d'opposition devraient être d'accord avec notre demande. Je ne vois pas pourquoi, en fait, on s'y objecterait. Écoutez, encore une fois, on parle de dépenser 15 milliards de fonds publics. Là. Je pense que le minimum, c'est d'en débattre en Chambre. Je verrais mal le NPD ou les conservateurs être contre cette idée d'en faire un débat. On verra. Qui plus est, si je pouvais ajouter toute la question autochtone aussi. Oui, d'accord. Oui, oui. Qui plus est, si je pouvais ajouter toute la question autochtone aussi. Le NPD, par exemple, en a déjà parlé en Chambre. Bon, ça a été soulevé, donc on est déjà au courant qu'il y a quelque chose de majeur qui se passe à Muskrat Falls. Donc, les deux sujets font en sorte que les partis d'opposition devraient, bien sûr, appuyer cette demande de débat d'urgence. Je comprends que vous évoquiez la question autochtone, mais de la perspective du Bloc québécois, est-ce que c'est pas d'abord et avant tout l'idée que le projet à Terre-Neuve et Labrador fait concurrence à Hydro-Québec? C'est ça, mais c'est aussi la question autochtone, hein? C'est un ensemble. Ce projet-là est mal ficelé dès le départ. Comment ça se fait que c'est aujourd'hui qu'on réalise que ce terrain-là est contaminé au mercure?
Moi, là, ça me rentre pas dans la tête. J'ai jamais vu ça, des projets comme ça, là. J'ai pratiqué avant d'être en politique, là, avec des entreprises qui préparaient des projets de cette envergure-là, ou même beaucoup plus petits, et qui à chaque fois faisaient faire les études. Les études de sol, c'est fait avant, pas après, là. On aurait dû savoir depuis longtemps que les terrains étaient contaminés. On aurait dû savoir depuis longtemps que quand on construisait les pylônes là-bas, là, qu'il fallait prévoir des périodes de gel, parce qu'au Québec, on a un hiver. Mais ils ont confié les travaux à une entreprise d'Italie qui ne savait pas que ça gelait. Ils ont fait le saut quand ils se sont rendus compte que ça gelait, puis qu'il fallait recommencer. Alors, c'est mal ficelé, ce projet-là, depuis le début. Mal géré, mal financé. Alors, écoutez, oui, c'est une question autochtone, mais l'environnement, c'est pas juste autochtone, ça concerne l'ensemble des citoyens du Québec et du Canada, et je pense qu'on doit s'en saisir. Mais c'est pas juste l'environnement, c'est aussi la question de l'argent. On parle d'hypothéquer les générations à venir avec ces projets-là. L'idée au départ de concurrencer Hydro-Québec, c'est une idée saugrenue. Ça, on s'entend là-dessus. Mais c'est pas la seule. Le problème, c'est qu'on a fait ça à la va-vite dans le but de satisfaire cette ambition-là de concurrencer Hydro-Québec, et on l'a mal fait. Alors, aujourd'hui, on paye la facture pour ça, puis nous, on veut un débat. On veut pouvoir en parler en chambre. On veut pas que cet argent-là soit dépensé dans notre dos sans qu'on ait notre mot à dire. Non. J'aurais pu ajouter. Oui, vas-y. Ouais, allez-y. Juste ajouter, bon, évidemment, je suis porte-parole en matière d'affaires autochtones. On parle de la question du Québec. Chez moi, c'est 10% de la population qui est Innu et Naskapi. Puis quand on pense à la question de territorialité, c'est certain que pour le moment, peut-être en raison des bassins versants, la question est pas dépassé la frontière. Mais si on se souvient de ce qui est arrivé dans le cadre de Churchill Falls, si on considère que les négociations vont être transfrontalières pour ce qui est des nations Innu, c'est quand même quelque chose qui touche au territoire québécois et à des revendications, sinon à des intérêts autochtones du côté du Québec également. Juste une précision, c'est sûrement pas de votre faute, j'avoue que je suis pas très réveillée. Mais le 1 000 $ par personne, donc par Québécois, c'est le 6 premiers milliards ou c'est le 15 milliards? Non, c'est la totalité. C'est 15 milliards, ça représenterait 1000. Okay. Ce qu'on dit, c'est que si on parle de 15 milliards, il y a environ 35 millions de Canadiens. Là-dessus, il y a environ 45% qui sont des contribuables. Alors, si on fait le calcul, on arrive à une approximation. Mais vous savez, ce n'est qu'une approximation, parce que l'odieux là-dedans, c'est que les coûts réels du projet, on les connaît pas. Le Bloc québécois a écrit au bureau du directeur du budget, directeur du budget, oui, effectivement, directeur parlementaire du budget, pour obtenir des précisions sur les coûts. Or, ces précisions-là ne nous ont pas été données puisque le directeur parlementaire du budget ne les connaît pas. Alors, on s'apprête à rajouter de l'argent dans ce projet-là, alors qu'on ne sait même pas combien il y a eu de dépensés jusqu'à maintenant, comment ça a été dépensé. Tout ce qu'on connaît du projet, là, c'est les fiascos dont on entend parler des médias. Le coût réel, on ne le connaît pas. Ernst & Young avait évalué, je pense que c'était en avril dernier, à 15 milliards, le coût total. La province parlait de 11,4 milliards à réviser, puis c'était plus les lignes, en tout cas. Mais on évalue au moment où on se parle, les évaluations les plus crédibles sont autour de 15 milliards. Alors, ce sera peut-être davantage, peut-être moins, mais c'est qu'on parle de 800 $ ou de 1 000 $ par individu. On peut le répartir par tête également là, de Canadiens, point à la ligne. Là, ça veut dire que chaque bébé qui vient au monde, là, aujourd'hui, là, il y a 500 piastres d'hypothèque sur sa tête, là, en partant. Tu sais, si on prend le 15 milliards et on le répartit, c'est 35 millions, là, c'est 500 piastres par individu de 0 à 125 ans. OK? Alors, écoutez, peu importe le chiffre qu'on prend, encore une fois, que ce soit 1000 ou 500 là, par individu, ça en demeure pas moins que c'est de l'argent. C'est des sommes qui sont importantes et il faut qu'il y ait un débat là-dessus. Puis peut-être le 15 milliards, en fait, si on ne se base pas sur le 6,4 milliards qui a déjà été, pris complètement, c'est qu'en même temps, M. Fortin a parlé de la réalité financière de Terre-Neuve. Donc, on s'entend que ça va demander une garantie de prêt pour pouvoir terminer le projet. Et compte tenu que les coûts de l'électricité, ensuite, on ne sera pas capable de vendre cette électricité-là, on se doute que ça deviendrait une participation directe du gouvernement, mais c'est la raison pour laquelle on prend le 15 milliards. D'un point de vue strictement procédure, qu'est-ce que ça prend pour que le président accède à votre demande d'état d'urgence? Bien, ça prend une décision du président. C'est au président de la Chambre d'en décider. Alors, ce que ça prend... j'irais en toute modestie vous dire que ça prend un bon jugement que je lui attribue sans l'ombre d'un doute. Là, moi, je pense que la demande de débat devrait être accueillie. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres façons
d'amener le débat en Chambre. Alors, si par ailleurs, disons, par hypothèse, si les conservateurs ou le NPD décidaient de demander un débat sur cette question-là, ils pourraient le faire dans le cadre des procédures, mon Dieu, les débats de... Les journées d'opposition. Les journées d'opposition, bon, merci. Alors, les débats en journée d'opposition, malheureusement, le Bloc québécois n'étant pas reconnu, on n'a pas de journée d'opposition, on n'a pas le droit de journée de l'opposition. Ça fait partie de nos revendications, hein. On le demande depuis 1 an maintenant, là, qu'on nous attribue un minimum de reconnaissance, qu'on puisse travailler normalement comme tous les autres partis. Malheureusement, jusqu'à maintenant, le Bureau de régie interne ou le Parti libéral, en tout cas, on n'a pas réussi à obtenir cette reconnaissance. On ne nous reconnaît pas le droit de participer au débat parlementaire comme les autres partis d'opposition. Alors, on utilise les moyens qu'on a. Alors, la seule façon qu'on a d'attirer l'attention de la Chambre sur un détail comme dépenser 15 milliards, ben, c'est de demander un débat d'urgence. C'est triste, mais c'est là qu'on en est.